Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. C'est Eric Carle qui est à la manœuvre. Nous sommes au domaine de Mazuc aujourd'hui. C'est la reprise pour ce Qu'est-ce qu'on déguste. Je crois qu'on en est à la 12e saison, messieurs, dames. Certains manqueront à l'appel, mais on aura toujours une pensée, notamment pour Pascal Olivier, lors de chaque émission que nous ferons désormais. Aujourd'hui donc, un Qu'est-ce qu'on déguste spécial dans le cadre du label Vignoble et Découverte, un Qu'est-ce qu'on déguste réalisé en partenariat avec le ETR Midi-Quercy, les offices de tourisme, l'office de tourisme intercommunal du Quercy-Cossadé et Tarn-et-Garonne Tourisme, l'agence touristique du département. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur le domaine de Mazuc, la table du restaurant L'Essence à Puy-la-Roque et le camping Le Clos de la Laire à Cairièche. Et donc, autour de la table, il y a, je viens de le présenter, Eric Carle qui était à la manœuvre. Bonjour Eric Carle, vigneron du domaine de Mazuc, trésorier du syndicat de défense de l'AOC des vins des coteaux du Quercy. Tout à fait. Je l'ai bien dit dans le bon ordre avec tout à fait. Merci de nous recevoir dans la cour de votre domaine, sous un très beau figuier qui nous fait de l'ombre aujourd'hui. Et juste derrière moi, il y a le chai, où tout un chacun peut venir chercher du vin tout au long de la semaine directement au domaine. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Thierry Psonka, bonjour, chef restaurateur à Puy-la-Roque, qu'on connaît déjà bien sur CFM Radio. Bonjour Thierry. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Merci d'être là, de venir participer à cette émission de promotion du bien vivre par chez nous. C'est toi qui nous as préparé donc quelques petites choses conviviales, tu m'as dit. C'est le mot que tu m'as dit tout à l'heure. Convivial. Bon, donc ouais. on va déguster. Remplir la panse. Super. Ok, bon, Valérie. Tu es venu avec Tristan Petit, sommelier du restaurant L'Essence. Salut Tristan. Salut. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va très très bien, oui. Bon. C'est toi qui as choisi de mettre sur la table des vins du restaurant L'Essence le domaine de Mazuc. C'est ça. Tu nous expliqueras pourquoi. Bien sûr. Avec nous également autour de la table Corinne Garnier du camping Le Clos de la Laire à Cairièche. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être là. J'ai visité la semaine passée votre petit camping très à l'ombre, très sympa, vraiment avec la piscine, très chouette. Ouais, c'est un spot sur le camping. Ah ouais, c'est vraiment un très très chouette endroit que vous nous présenterez, que vous avez, vous êtes aux commandes de ce camping avec votre mari depuis 1 an à peu près, 2 ans. Voilà. C'est notre 3e saison, 2018. Saison, pardon, ouais, moi j'ai des difficultés avec les maths. Vous nous raconterez ça dans un instant et comment vous passez plaisir. Le cap de cette crise sanitaire qui nous touche tous, évidemment. Et on le sait, l'hôtellerie de plein air de plein fouet. Philippe Audard sera à la manœuvre pour une chronique très artistique. Ouais, une petite chronique culturelle, la Villa des Peintres à Moricourt. Et puis en même temps, tu es un enfant du pays, tu as grandi dans les vignes. Tu es là en voisin, et puis j'ai un peu grandi à les vignes aussi, donc voilà. On va parler de tout ça avec Eric. Et puis, est-ce que je gardais le meilleur pour la fin? Sans doute. Émilie Prouchot de la Costa. Bonjour. Salut Émilie. À quel moment un passe-temps devient-il de l'art? Quand un vigneron devient-il artiste ou plus simplement? Qu'est-ce qui fait qu'un objet devient une œuvre d'art? Voilà. Alors, pourquoi cette chronique? C'est une chronique que je t'ai demandé. Oui. Je t'ai demandé de te mettre au boulot là-dessus. Parce que Eric Carle a comme passe-temps, et on le voit autour de nous, de créer des œuvres d'art en métal récupéré. De la soudure, du montage, du serrage, des choses comme ça. Et vous nous parlerez de tout ça, Eric Carle. On essaiera. Aux images, parce que cette émission est filmé, diffusé en même temps sur CFM Radio, évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Donc, aux images, Thomas Rassier et Lisa Echen, et à la technique, comme d'habitude, historiquement, c'est bien sûr Aurélien Maury qui envoie le premier titre. Un gars du coin qui fait du reggae comme pas deux, c'est Qu'est-ce qu'on déguste? Et ça commence comme ça. Never in Italia, everything's in movement, you know. Take it over.
I tell you none of them no can make me blind. I tell you none of them no can steal my time. No one can disturb me, not even damn lie. Nothing can disturb me beside the morning light. Hello Mr. Sun, this is the right time to meet you. Mother creation, I know how I will treat you. You give me all I need, I feel best when I'm with you. I love the way you feed my body and my heart too. When I see the high tide, that's where is the limit of my pride. When I feel the high tide, that's when I've got nothing more to hide. Too many number under the thunder. Man feels the lightning but stay and step like slumber. Too many members who don't remember how to live fearless without no defender. Cause war is not over, but stars are not covered. Who takes the time to look above and enjoy and discover himself? To embrace the grace in each moment of joy. When I see the high tide, that's where is the limit of my pride. When I feel the high tide, that's when I've got nothing more to hide. Yes, if you take care of the mama earth, it's not a crime. I see them with helicopters to set their red line. They don't wanna see the conscious human feeling fine. Them fight against the healthy life and it's a serious time. So we are go, fight to keep it slow. Just like the trees close to the riverside and grow. So deeply and bow, so humbly and so. The seeds of life, them can't stop their natural flow. When I see the high tide, that's where is the limit of my pride. When I feel the high tide, that's when I've got nothing more to hide. When I see the high tide, that's where is the limit of my pride. High Tide, titre 3 de Take It a Vow, je ne sais pas comment on le dit exactement, c'est le dernier album de Davey Reed. Davey Reed qui est un jeune gars de la région qu'on a reçu à plusieurs reprises sur CFM Radio, et la dernière fois qu'il a fait une apparition sur CFM, c'était dans Qu'est-ce qu'on déguste, un Qu'est-ce qu'on déguste qu'on avait réalisé à la base de loisirs Acti au Vive à Saint-Antonin-Nobleval. C'était un très très chouette moment qu'on doit encore pouvoir trouver en vidéo sur Internet. Nous sommes donc, pour ce Qu'est-ce qu'on déguste, au domaine de Mazuc. Le domaine de Mazuc, donc un des domaines des coteaux du Quercy, un vignoble qui est à cheval entre le Tarn-et-Garonne et le Lot. Et là, on est encore dans le Tarn-et-Garonne puisqu'on est à Puy-la-Roque, on n'est pas loin du Lot. Hein. On est à 3 km du Lot et on est encerclé par le Lot tout autour. Ouais. Et je me demandais si vous aviez des vignes uniquement en Tarn-et-Garonne ou aussi dans le Lot. Uniquement en Tarn-et-Garonne. D'accord. On est à la limite du Causse, du Grand Causse, et donc des endroits où les plateaux sont vraiment très caillouteux, il n'y a pas du tout de terre. Donc une impossibilité de planter de la vigne sur ces terres-là. Alors, je vais vous demander... Dans le temps, il y avait de la lavande par contre. D'accord. Je vais vous demander que vous nous parliez justement de la création du domaine de Mazuc. Alors, ah oui, on va remonter un petit peu, hein, si vous voulez bien. Oula. Mais juste, voilà, je vous dis ça pour que vous puissiez mettre un peu de l'ordre, parce que ça remonte. Hein, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, Éric Carle. Donc, juste avant, je demande à Tristan Petit de nous parler de ce vin rosé que vous avez bien voulu nous servir en ouverture. Tristan, donc, sommelier au restaurant L'Essence. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur ce rosé? Alors, qu'est-ce que j'ai à raconter? Bon, qu'il est délicieux ce rosé, il est très frais, bien fruité. Il y a de la matière, donc c'est un rosé qu'on peut déguster soit à l'apéritif ou en mangeant. Que ce soit sur de la viande, du poisson, du fromage. Je trouve ce rosé superbe, quoi. Je sais pas quoi dire. Moi, le seul truc que je sais dire à propos des rosés, c'est à chaque fois, c'est rosé de saignée ou c'est... C'est rosé de saignée ici. Voilà. Sur quoi? Sur quel cépage? Alors cépage, Cabernet Franc toujours qui est le plus prioritaire. Et après, donc il y a une petite partie d'Auxerrois, de Côte ou de Malbec, vous l'appellerez comme vous voulez. Ouais. Et il doit y avoir 25 à 30% de gamay. Ah, ce qui lui donne un peu cette c'est ce qui donne ce qui apporte la fraîcheur. Ouais.
Bon, et ben en tout cas, bravo, santé. C'est vrai qu'on n'a pas trinqué finalement. Et... On va commencer par là, non ? On va commencer par là. On dirait tout pour les vaches. Allez, mon poulet. Santé, Alors l'aventure du domaine de Mazuc, ça commence quand? C'est une histoire de famille C'est une histoire de famille puisque c'est mon arrière-grand-père qui avait fait, je ne vais pas dire de conneries, mais il a bien fait 1 kilomètre pour se marier. Et oui, dans l'époque c'était comme ça, donc on est natif, toute la famille Karl est sortie de l'autre côté de la butte à un petit kilomètre d'ici. Et on a pu remonter, même dans les archives, jusqu'à la Révolution. Et on a appris qu'on venait justement, on était quand même dans le Lot, mais on venait de la commune à côté, Belmont-Sainte-Foy, au mois d'Aspetch. Et après, bon, on n'a pas eu le temps de s'occuper de plus que ça. Donc mon arrière-grand-père qui s'est marié ici, a priori il y avait déjà des vignes. Donc après c'est mon grand-père qui a repris, puis mon père, et moi j'ai pris en 76, juste avant de partir à l'armée, où je me suis installé. Il y avait déjà des vignes. C'était quoi? C'était polyculture d'élevage? Polyculture avec un petit peu d'élevage. Il y avait quelques laitières, mais quand je dis quelques laitières, c'était peut-être 5-6 vaches. Les vaches pour le travail, par contre, puisqu'ici, on ne travaillait pas avec des chevaux, puisqu'il y a des pentes quand même qui sont assez raides. Et à côté de ça, il y avait de la vigne. Il y avait beaucoup de vignes à vin. Par contre, il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, du chasselas. Et nous sommes dans l'appellation Chasselas de Moissac. Ah, jusqu'ici, on est dans l'appellation du Chasselas. Donc, moi, j'ai vu mes grands-parents en train de trier du Chasselas qu'on a expédié après, qui montait sur Paris. Et ça, vous avez arrêté? Vous avez pas... Et ça s'est arrêté, mais je ne sais pas, il y a eu une petite crise, je dirais, dans les années 80 au niveau du Chasselas. Et dans la région, toutes les fermes qui avaient du Chasselas ont arraché leur Chasselas. Oui. Par contre, en ce qui concerne le vin, les vignes à vin, je vais dire, la commune de Puy-le-Roc, je ne sais pas combien d'hectares il pouvait y avoir, mais c'était quand même relativement énorme par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque malheureusement, le nombre d'hectares sur la commune de Puy-le-Roc ne doit pas dépasser les 30 ou 40 hectares. Et il faut savoir que dans le temps, jusqu'aux années 60, chaque habitant du village avait sa cave. Mais chaque habitant avait une parcelle de vigne à l'extérieur. Donc ça faisait complémenter en plus de l'agriculture traditionnelle. D'accord. Et moi j'ai des souvenirs, enfin, si je peux me permettre. Moi j'ai beaucoup de souvenirs quand j'allais à l'école. On avait des troupeaux de vaches qui sortaient du village. Et sur la place, devant chez toi, devant le restaurant aujourd'hui, ça serait inacceptable. Mais les vaches qui sortaient, elles se lâchaient, quoi. Ah ouais? Ah oui, toute la place, les gens ramassaient les bouses pour mettre dans les jardinières de fleurs. Par contre, en période de vendange, à cette époque-ci, enfin très bientôt, c'était les gens qui sortaient leurs barriques, qui les mettaient sous les gouttières pour les faire gonfler. Après, plus tard, après les vendanges, c'était le cliquetis du pressoir quand j'allais à l'école. Vous êtes un passionné d'histoire, Karl. Oui. Et même local, d'histoire locale, mais même vous allez loin puisque vous êtes aussi un peu un passionné d'archéologie quelque part. Hein. Vous faites un petit peu. Quand on visite votre chai, il y a même une vitrine dans laquelle vous montrez des pièces romaines que vous avez trouvées par-ci par-là dans vos champs, dans vos vignes. La culture de la vigne, je pense, ça devait exister bien avant puisqu'on trouve même des morceaux d'amphores. Amphores entières, je n'en ai pas trouvé. Mais des morceaux d'amphores, c'est très très commun ici dans le coin. Donc on pourrait croire, on va croire. Vous reprenez le domaine familial en 75? 16 Oui. Après le service militaire? Non, avant. Avant? Oui, je suis parti entre-temps. Et je suis parti très loin. Vous êtes parti où? Je suis parti en Allemagne. D'accord. Et ça c'est les paras là, l'Allemagne. Non, au pays du vin. Ah bon, d'accord. Non, les compagnies de soutien. Bon. Vous en ferez ce que vous voudrez. Restons, si vous voulez bien. Oui. Vos faits d'armes nous intéresseront, mais à la coupure peut-être. Donc, vous reprenez le vignoble.
il n'y a pas d'appellation à l'époque. En 75, ici, il n'y a pas. Je me trompe, peut-être, Philippe, tu me dis. Non, il n'y a pas d'appellation. Elle date des années. L'appellation Coteau du Quercy, c'est quoi? C'est les années juste avant 80. Ouais, les années 70. On avait demandé l'appellation d'être à l'époque 22 pays. Ouais. Ce qui correspond aux sans-IG d'aujourd'hui. Pas aux sans-IG, aux IGP d'aujourd'hui. Et ça a été très long, puisque moi, je me souviens dans mes débuts à CFM Radio, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, d'avoir fait déjà des émissions avec les vins des Coteaux du Quercy. Oui, et vous étiez à l'époque en recherche, justement, il n'y avait pas l'AOP, vous étiez sur l'IGP. Et donc, c'est une démarche qui a été très longue. La démarche a été faite on a eu l'obtention du label, entre guillemets, VDQS. Voilà. Vin délimité de qualité supérieure. Voilà, je cherchais. Et peu de temps après, donc, ces labels au niveau de l'Europe étaient plus valables. On a voulu faire autre chose, ce qui a mélangé pas mal dans la mémoire des gens un petit peu. On a fait des AOP, on fait toujours de la ROC. Enfin, les gens ne comprennent pas tout. C'est d'un complexe. On ne sait plus. Bon, enfin, il n'y a plus que les vins en AOP. AOP, ça veut dire qu'il y a un cahier des charges, qu'il faut avoir tel cépage, tant d'hecto à l'hectare, ce genre de trucs, hein, c'est ça. Les matières culturales, tout est contrôlé. Ouais. Alors c'est quoi d'ailleurs les cépages ici Alors Cabernet Franc, donc pour l'appellation qui doit être majoritaire, hein, et puis par la suite donc c'est le Malbec, le Côte ou l'Auxerrois comme tu as dit. Tanat, on peut y mettre un peu de Merlot et de Gamay. Voilà. D'accord. Et là on fait ce qu'on veut. Il y a quand même des pourcentages à respecter, pas plus de 20%, mais enfin, c'est le majoritaire qui fait l'appellation quand même. Est-ce que c'est pas ce cahier des charges n'est-il pas aujourd'hui trop restrictif? C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très restrictif. Je pense au niveau administratif, c'est très compliqué et ça devient de plus en plus complexe. Ouais. Et vraiment, c'est vrai qu'on parle d'une appellation viticole au jour d'aujourd'hui, comme on y parlait il y a 100 ans. On a des restrictions qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Une question simplement, Eric. Oui. Aujourd'hui, un client qui vient ici, il achète le vin d'Eric, oui, ou il achète une appellation. Honnêtement, je pense que s'il achète mon vin, sans être prétentieux, c'est parce qu'il lui plaît. Pour diverses raisons, mais après l'appellation elle est là, faut pas la renier non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Pourquoi? Parce que nous sommes une appellation, nous sommes un groupe de personnes, on a des cotisations certes, mais qui servent à faire avancer toute l'appellation au niveau promotion et tout. Donc on peut pas, moi je dis qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait couillon de laisser partir une appellation, de la mettre à la poubelle et de dire je vais faire mon vin de marque, parce qu'à un moment donné ça va coincer, j'en suis sûr. Ouais. Vous avez combien de vignerons aujourd'hui à l'appellation? 17, je pense. 17. Non. 16, nous souffletons. Oui, on a une 15. 15, oui. Bon. Non, mais ça dit moins. Non, 14. Exactement. Non. 15 exactement, sachant qu'on a le coopérative inclus. Donc. Oui, une coopérative inclus et le lycée du Montat. Le lycée viticole qui se trouve dans l'appellation. Donc c'est déjà un atout aussi pour... Donc il a un pied dans l'appellation Coteau du Quercy et un pied dans l'appellation Cahors. Oui. Ils produisent de l'appellation Coteau du Quercy. Ok. Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste, spécial vignoble et découverte. On est à Puylaroc, pas très loin, chez Eric Carle, au domaine de Mazuc. Autour de la table, Thierry Psonka, chef du restaurant L'Essence à Puylaroc. On va déguster tout à l'heure. Tristan Petit, sommelier du restaurant L'Essence. Corinne Garnier du camping du Clos. Émilie Prouchet de la Costa, qui fait partie de l'équipe, et Philippe Audard, à qui je donne la parole là tout de suite, pour faire un petit écart. On n'est pas très loin. Non, on va depuis la Roque à... on va depuis la Roque à Montricou. À Montricou. On n'est pas très loin dans le Tarn-et-Garonne. Ouais. Et on va de l'agriculture à la culture. Donc, on n'est pas très loin non plus. Donc voilà, une agréable surprise cet été au cours de mes pérégrinations estivales. La découverte de la Villa des Peintres de Montricou. Donc Diego Lara, collectionneur, écrivain aussi. Qui présente depuis 2011 peinture, dessins, sculptures, estampes, lithographies. C'est une belle collection. Donc une rencontre unique, sensible et riche de l'histoire de Diego Lara, qui est un autodidacte, un collectionneur passionné qui a regroupé une centaine de pièces de sa collection personnelle. Donc c'est 30 ans d'une vie dédiée à l'art et aux artistes du Quercy. Il a dédié cette ville-là aux artistes locaux qui ont été assez nombreux au cours du 19e et du 20e siècle.
Donc c'est une collection d'œuvres qui ont été glanées, un peu chinées, achetées aussi et offertes au fil de ces 30 dernières années. Donc en ouvrant cette maison du Vieux-Montricou, ce passionné de peinture, de sculpture, rend hommage à tous les artistes oubliés ou méconnus, originaires du terroir ou qui ont été adoptés, comme Ossip Zadkine, un sculpteur célébrissime, mondialement célébrissime. Le Christ de Zadkine dans l'église de Caylus, par exemple, ou le musée des Arcs dans le Lot d'ailleurs. Donc voilà, Zadkine dans les plus célèbres, mais ensuite on trouve un peu tous les styles et tous les mouvements de la fin du 19e au début 20e. Donc des toiles. Alors, je vais citer quelques artistes pour les rares érudits autour de la table. Tu es méchant. C'est pas moi, me regarde pas. Hein. Vas-y. C'est Marcel Lenoir. Bien, très bien. Marcel Lenoir. Pas mal. Oui. Alias Jules Houry, d'ailleurs, j'ai appris que c'était un pseudo, Marcel Lenoir, c'est pas son vrai nom, c'est Jules Houry. Bon, bref. Bon, en fait, chez Diego, on apprend beaucoup de choses. C'est un gars qui est passionné, donc qui vous accompagne dans la visite. C'est dommage, il refuse les interviews. Ah non, mais il a une timidité. C'est une timidité incroyable. J'ai essayé à plusieurs reprises de dire allez, s'il te plaît, Diego, on fait une interview pour parler. Il veut pas. Non, il veut pas. Il m'a dit, mais je le connais ton relais, mais je rien. Ça se mérite, il faut simplement pousser. Parce qu'une fois que tu pousses la porte, il est très sympa. Non, mais c'est pas adorable, voilà, d'une finesse. Donc il faut pousser la porte. Comment ça s'appelle et c'est où? La Villa des Peintres à Montricou. Mais je n'ai pas terminé ma chronique. Oui. Bon, d'accord. Voilà. Bon, je ne vais pas citer donc parce que il y a quand même Valentine Prax, Henri Marre, Golina, enfin des artistes d'ici qui étaient entre Montauban, Bruniquel, Montricou, et qui ont beaucoup créé d'ailleurs dans ces lieux. On trouve aussi des bustes en terre cuite, des plâtres, des sculptures. Pierre Calastrini, ça vous dit quelque chose? Non. Bon, bref. Voilà, et des artistes contemporains. Il a aussi Almérac, Dautry, que vous connaissez certainement, Montvezin, voilà. Et Madame Kugler aussi, la petite nièce de Marcel Lenoir. Donc on trouve tout un tas de choses. Mais bon, c'est une visite qui est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de styles, etc. On trouve aussi des photographies, des documents insolites et puis pas mal d'objets vraiment sympas. Donc c'est Diego Lara qui est un gars discret, effectivement, et qui vous accompagne tout au long de la visite en racontant tout un tas d'anecdotes, d'histoires, de détails. Bon, c'est captivant. Hein. Alors effectivement, j'ai insisté pour qu'il accepte une petite interview, mais impossible. Mission impossible, Diego, c'est un timide, discret. Voilà. Mais très attachant quand même. Et il est aussi écrivain. Donc j'ai là son dernier ouvrage sur Bruniquel. Donc c'est des ouvrages très documentés. Le dernier est consacré à Bruniquel, mais le premier était consacré, on en a parlé Eric la dernière fois qu'on s'est vu, le premier était consacré à la résistance. Un très bel ouvrage. Longuement parlé d'ailleurs. Ouais, on en avait parlé. Il a consacré aussi un ouvrage à Montricou, son village natal évidemment, et le dernier à Bruniquel, qui est un beau recueil de cartes postales, etc. Donc voilà, une visite incontournable, la Villa des Peintres à Montricou, à l'entrée des gorges de l'Aveyron, à la découverte d'un patrimoine artistique local et d'un homme formidable. Donc adulte, 3 enfants, enfants gratuits. Et c'est ouvert, allez-y. Merci Philippe pour cette proposition. Effectivement, avec la crise du Covid, on découvre que tout à côté de chez nous, on peut faire du tourisme culturel, du tourisme culinaire, du tourisme gastronomique, du tourisme piscine aussi. Tiens, on verra ça. Avec le camping de Cariège tout à l'heure. Il s'est passé un petit événement là pendant ta chronique là. Il y a Tristan qui est allé voir Eric Carle qui lui a dit attends, il y a un truc qui va pas, je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qui allait pas? Pourquoi vous avez changé de bouteille? Qu'est-ce qui s'est passé sur la bouteille? Il y avait un petit défaut. Voilà, un petit défaut. Mais il est vachement petit parce que moi j'ai pas senti le défaut. C'est quoi le défaut, Tristan? Est-ce que tu peux nous dire? Une petite pointe d'oxydation. Mais ça arrive. On peut pas. On n'est pas dans la bouteille quoi. Ouais, mais moi j'ai pas senti ça. Mais non, mais bon. Chacun son métier. Ouais. Absolument. Désolé. Absolument, Eric. Faut pas le prendre mal. Hein. Non, mais après, il y a des hobbies. Voir des hobbies. C'était très léger, mais c'était. Ouais, c'était très léger, d'accord. Qu'est-ce qu'on déguste? Donc encore quelques minutes, je me tourne vers Aurélien qui est à la technique, un petit 30 secondes. Ouais, donc je vais pas reposer une question. Si, peut-être une dernière question avant la pause, si vous voulez bien, Eric Carle. Petite carte d'identité du vignoble, du domaine de Mazuc aujourd'hui. Combien d'hectares, combien de personnes qui travaillent, tout ça.
7 hectares et demi à ce jour, et tout en appellation, c'est-à-dire que je peux faire toute ma production en AOC. Que dire d'autre? Personnel occasionnel, 6 mois de l'année, je veux dire, avec 2 personnes supplémentaires. Et le reste du temps, je suis pratiquement tout seul. Mon épouse qui me seconde pour la vente le soir quand elle rentre du travail, et qui m'aide aussi beaucoup à la cave pour vinifier. D'accord. Et le reste du temps, tout seul. Et le reste du temps, tout seul. Je suis un sauvage. Oui, enfin pas trop. On le verra dans la suite de ce Qu'est-ce qu'on déguste. Éric Carle est aussi trésorier du syndicat de défense des vins des Coteaux du Quercy, membre de très nombreuses associations, donc il est peut-être sauvage tout seul dans ses vignes, mais le reste du temps, ça reste un gars sociable. Il est peut-être aussi sauvage quand il est dans son atelier et qu'il s'amuse à souder des pièces de récupération dont on parlera aussi dans la prochaine demi-heure. C'est Qu'est-ce qu'on déguste, et on se demande ce qu'on va déguster avec Thierry Psonka tout à l'heure. C'est juste après, c'est bientôt. Oh. Mon verre, il est où? C'est celui-ci là? Avec les plats, Comme ça, je lui J'avais dit que je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, la suite, normalement, il y aurait dû y avoir Éric Carle qui nous accueille aujourd'hui au domaine de Mazuc pour ce spécial vignoble et découverte, qui aurait dû déboucher une bouteille. Oui, mais on a dit que vous étiez à la manœuvre, mon cher Éric Carle. Le rouge, je m'excuse, ça se débouche à l'avance. Pour le faire respirer. Merci Thierry Psonka. Au moins, on aura ce son-là. Éric Carle pour le domaine de Mazuc, Thierry Psonka et Tristan Petit pour le restaurant L'Essence à Puy-la-Roque, Corinne Garnier pour le camping Le Clos de la Laire à Kerrièche. Dans ce Qu'est-ce qu'on déguste vignoble et découverte, le concept, c'est de mettre un peu en avant ce label qui donc labellise à la fois des métiers de bouche, mais des métiers d'accueil et puis des vignerons. Voilà, tout ça dans un territoire qui est celui du PETR Midi-Quercy, en partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal Quercy-Cossadé et Tarn-et-Garonne Tourisme. Philippe Audard, Émilie Prouchet-Dalla-Costa pour l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui, à la technique et à la vidéo, Aurélien, Thomas, Lisa, et à la dégustation, mon verre est vide. Je dis ça, je dis rien, mais pendant la pause, en fait, on a fait le service, on a posé sur la table de très très belles choses. Et j'aimerais bien, du coup, que Thierry Psonka nous explique qu'est-ce qu'on déguste, en fait, dans quelques instants. On va déguster des choses qui vont en accord parfait avec les vins de Éric. On a bien étudié la chose avec Tristan et on vous a préparé un tataki de magret fumé. Donc un magret fumé rôti, fumé aux épices et au miel. Miel d'ici, depuis la Roque, de Biotope, un miel de châtaignier, avec comme épices les petites épices de chimichurri. Ce sont des épices qui viennent d'Argentine, comme j'ai vécu pas mal de temps là-bas. Ensuite, un peu dans l'esprit pour le rosé, le ceviche de bar et de crevettes au lait de coco. Une petite brandade truffée. Et déjà avec ça on va se régaler. Après on a des fromages de Patrick Blanc et ce matin je suis allé à la cueillette de prunes et je vous ai préparé des petites tartelettes de prunes avec une crème d'amande à l'estragon. Qu'est-ce qu'on du jardin. Bravo Thierry. Il y a quand même un truc que tu as oublié de dire, c'est que c'est un peu ta marque de fabrique, enfin ta pâte, ta touche, c'est que tout ça c'est parsemé de fleurs fraîches. Oui. Ou de jeunes pousses. Oui, ce qui est très important, c'est j'utilise les pousses et les fleurs pas pour faire joli, parce que suffisamment d'autres restaurants et de chefs utilisent pour décorer leurs assiettes. Je pense que chaque plante, chaque pousse, chaque fleur a une importance immense dans mes préparations. Là, vous avez des pousses de cresson, des petites pousses de chili pour donner un peu de peps au ceviche. Des pousses de radis pour la brandade, c'est pareil, pour donner un peu de vivacité à la préparation. Et je trouve ça très intéressant au niveau du palais. Et c'est ce qui... la plupart des choses viennent
en face du restaurant, du petit potager qu'on a pour les aromatiques et les fleurs. Du domaine de Mazuc. Oui, du domaine de Mazuc aussi. Dès que je peux, je vais à la cueillette. On va à la cueillette, soit pour les mûres, soit pour les prunes. Et puis de temps en temps, tu te fais livrer aussi. On a assisté la dernière fois que nous sommes venus faire un qu'est-ce qu'on déguste au restaurant L'Essence. On a vu une dame qui venait livrer des fleurs qu'elle avait récoltées le matin. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est très sympa. Ou même à Montalza, la Cassagne qui m'amène des fleurs de courgettes fraîchement cueillies très tôt le matin. C'est pour moi d'une importance. C'est quelque chose de très très important parce que ce sont tous les petits producteurs qui sont autour du restaurant et puis il faut les faire connaître et puis ils travaillent dur comme les vignerons, comme Eric pour ses vins. Je trouve ça phénoménal. Les restaurants et nos tables n'existeraient pas sans tous ces petits producteurs et c'est hyper important. Et c'est aussi ça d'ailleurs un peu le concept de ce fameux label Vignoble et Découverte. C'est pourquoi vous y êtes tous, ceux qui sont, celles et ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de synergie comme ça où vous travaillez ensemble et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Je vous donnerai la parole évidemment. Parce que je vous vois acquiescer, mais c'est ça, vrai. Corinne, du Clos de la Laire, le camping, le Clos de la Laire. Vous aussi, vous bossez avec tous ces gens, évidemment. Absolument. Oui, on essaie en fait tous les ans. Bon, nous, on a repris en 2018, donc ça fait notre 3e saison. Et depuis 2018, en fait, on essaie tous les ans de mettre en avant un des viticulteurs du coteau de Quercy. Ok, bon, je vous donne la parole tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on déguste? Un petit peu de musique, s'il vous plaît. Samara Balouf, extrait de l'album Nono Future. C'est la cuisine, c'est qu'est-ce qu'on déguste. Et ça continue comme ça. Traditionnel ou du chinois, à la baguette ou avec les doigts, du tucu-tucu gratiné calorique, vous l'aimez comment? Et vous, dites-moi. Faut dire. La cuisine noble, où ça fait peur, ou la cuisine à l'huile, c'est moins plus facile quand à la vapeur, ou mais jeter des arbres. Quel bonheur! Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment la cuisine, ma chère cousine? Prenez-vous le temps, ma cousine, d'en goûter de temps en temps. Ce serait bon pour votre petite nuit et pour les gens. Mais évidemment. Come on baby, come on baby, come on baby. Come on baby, come on baby, come on baby. Come on baby, come on baby, come on baby, come on baby. Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment la cuisine, ma chère cousine? Prenez-vous le temps, ma cousine, d'en goûter de temps en temps. Ce serait bon pour votre petite nuit et pour les gens. Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez. Nono Future, c'est le titre du dernier album de Samara Balouf. Vous en entendrez parler sur CFM Radio. Qu'est-ce qu'on déguste? Vignoble et Découverte au domaine de Mazuc. Monsieur Éric Carle, vous êtes trésorier du syndicat des vins des coteaux du Quercy. Autant dire un ardent défenseur de votre terroir et de votre vignoble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, est-ce que vous êtes à l'origine du vin du syndicat? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, ce syndicat? Personnellement, j'étais pas au tout début. C'était mon père qui a été dans les 5-6 viticulteurs qui se sont un petit peu engagés dans cette stratégie. Alors je vous dis pas les premières années, le nombre de réunions, de conférences qu'il y a pu y avoir pour monter déjà une appellation, ça a été très 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 compliqué. Et donc moi j'ai suivi après quand on m'a demandé si je voulais prendre le poste de trésorier, je l'ai fait avec grand plaisir, mais c'est vrai que je me sentais un petit peu responsable aussi de tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, quoi. On est tous responsables, je pense, quelque part.
L'idée, c'est dynamiser. Voilà, tout à fait, dynamiser. Et puis on se rend compte au jour d'aujourd'hui que c'est difficile. C'était plus dynamiser la cave Copé ou les producteurs Non, tout à fait. La cave coopérative, c'était un groupe de viticulteurs qui n'avaient pas des grandes superficies. Maintenant, actuellement, je ne sais pas où ils en sont, mais bon, il y a des petits viticulteurs qui ont moins d'une hectare de vigne qui portent la cave coopérative. Donc, c'était une fédération et puis un élan qui était déjà commun au départ. Mais c'était plus des viticulteurs qui portaient le projet à bras-le-corps, quoi. Ça a été quand même un ensemble, on va dire. Et aujourd'hui, comment se porte ce syndicat ? Le syndicat se porte bien. Il y a des hauts, il y a des bas comme partout. C'est pas toujours facile. Mais finalement, on arrive à se sortir de toutes les petites histoires qu'on a pu connaître. Mais sachant que ça devient quand même difficile. On a des budgets qui sont très très tendus. Cette année, le gros truc, ça a été la fête du vin qu'on a dû annuler pour des mesures de sécurité. Et c'est vrai que on n'avait pas reçu toutes les subventions n'étaient pas tombées. Il y avait beaucoup de retard dans tout ce qui est administratif. Et donc ça tombait bien un petit aussi. Donc voilà, on préfère faire une impasse une année et repartir peut-être l'année prochaine si tout va mieux et repartir sur une grosse festivité, quelque chose de bien. Je sais par expérience que ce moment de la fête des vins des Coteaux du Quercy est un moment important qui est animé notamment par des intronisations auprès de la confrérie des vins des Coteaux du Quercy et que c'est aussi un moment où beaucoup de touristes viennent dépenser leur argent sur notre territoire et repartent le coffre de la bagnole ou du camping-car chargé de caisses à l'issue de cette fête. Du coup, est-ce que c'est un manque à gagner? Et question subsidiaire, la commercialisation aujourd'hui des vins du Coteau du Quercy, elle se fait comment et à quelle échelle? Disons que la fête du vin draine énormément de monde. Et quand je dis de monde, on a bien passé dans les 15 000 personnes dans une journée. 1000. Ah oui. Notre vocation n'est pas de faire des repas, mais dans la formule que l'on fait, il y a des repas qui se font en soirée où on peut composer son repas avec divers traiteurs et des producteurs, je veux dire. Le problème, on sait très bien qu'il se fait dans la journée plus de 2000 repas. C'est énorme. Et ce n'est pas notre vocation. On voudrait essayer pas de l'anéantir, mais de le diminuer un petit peu, mais il n'y a pas moyen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Si dans une festivité, il n'y a pas de la bouffe. Non, mais surtout pour accompagner du vin. Non, mais même en temps normal, une festivité, si vous n'avez rien à manger, les gens ne sortent pas. Non, mais en plus, c'est quand même dommage de faire... on est quand même dans un pays de cocagne où... Oui, je sais. Tout ce qu'il y a à manger. Ouais, mais on va pas faire que boire, Eric Carl. On a fait un petit apéro... Caroline est partie, qui s'est passé lundi il y a 15 jours. Caroline, c'est l'animatrice des vins des Coteaux du Quercy qui était dans l'ombre de cette émission jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et donc, on a organisé au dernier moment un apéro. Et on a lancé ça sur les réseaux sociaux. On a eu pratiquement 400 personnes, sans faire de publicité. Donc, les gens sont demandeurs. Les gens veulent venir nous voir. Ça, c'est sûr. Les Coteaux du Quercy, ça a une place importante. Mais cette année, voilà. Donc, au niveau commercialisation, on a eu des baisses très importantes au début, ne serait-ce que par les restaurateurs aussi qui avaient la porte close. Mais oui. Donc, c'est tout un ensemble qui a fait que. Thierry, vous étiez fermé pendant le confinement? Oui. Évidemment. Oui, c'était un peu galère, surtout de nous prévenir le samedi soir à 8h30, 20h30. C'est les clients qui nous ont prévenus. Bien encore, ce sont les clients qui nous ont prévenus par téléphone, on ne le savait même pas. Donc c'est un peu galère parce que tu prends 2500 € de marchandises et tu les fous à la poubelle parce que c'est du frais, d'extra frais. Ça commence comme ça et après il faut gérer et puis s'adapter à la situation tout simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Bon, aujourd'hui, c'est les mesures sanitaires qu'on connaît dans les restaurants. C'est-à-dire qu'on met le masque à l'intérieur, dans tous les déplacements, et on l'enlève uniquement quand on est assis. Est-ce que vous avez dû enlever des tables? Non, parce qu'on avait... on avait juste l'espace. Il y a l'espace nécessaire. Oui, c'était nickel à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas habitués à avoir des restrictions.
dans un restaurant. Donc c'est très difficile d'obliger les gens à leur faire mettre un masque juste pour rentrer au restaurant. Déjà, c'était au début très galère. Ça y est, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a pris le pli. Non, il nous reste encore des gens qui sont rebelles avec ça, qui ne veulent absolument pas mettre de masque. Donc c'est un risque pour les restaurants. Mais déjà, moi, je pense déjà à mon staff. Avec les masques, tu as vu qu'il a fait très très chaud. Les jeunes, ils bossent en terrasse avec un masque qui fait 40 degrés. En cuisine, des grosses pointes à 65 degrés avec masque Charlotte, etc. C'est dur, c'est pas évident, mais comme d'habitude, on s'adapte. Pourquoi ? Parce que notre rôle, c'est de se faire plaisir pour pouvoir faire plaisir aux autres. Voilà, donc ça match. Eh ben bravo, en plus ça match. On est en train de déguster. Alors, dans la petite coupelle, là, le fameux ceviche qui est absolument extraordinaire de fraîcheur. Voilà. Et Tristan, si tu veux bien, tu nous présentes le vin qu'on a dans nos verres. Alors donc on va partir sur bien sûr le Coteau du Quercy, donc domaine de Mazuc, sur un millésime qui est 2015, qui est vraiment fabuleux quoi. On a toute la patte du domaine de Mazuc, car dans l'appellation c'est le seul où on retrouve ces notes de cassis. Donc le cassis assez confit, le cassis frit, le cassis frais, c'est impressionnant. Tout dépend du millésime, mais c'est cassis. Et on sent bien le Cabernet Franc qui apporte une légère fraîcheur, un côté donc une légère amertume sur le poivron qui est vraiment superbe et qui se marie vraiment très très bien avec le ceviche. Donc on parle souvent de blanc sur le poisson, sur les crustacés, etc. Alors qu'un rouge... Ça se marie très bien, quoi. Vous n'avez pas peur, vous, Tristan, de partir au restaurant L'Essence sur des contre-pieds à chaque fois? J'ai souvent vu ça. Alors, pas du tout. Je trouve que cette appellation est fabuleuse et c'est dommage qu'elle reste dans son secret et un peu cachée parce qu'il y a des choses et des vignerons engagés et passionnés qui sont fabuleux, quoi. Les bouteilles, c'est pour moi du pur bonheur. Quand je travaillais à Paris auparavant, voire au Luxembourg, etc., j'avais jamais entendu parler de Coteau du Quercy, voire de Cahors, de Fronton, de Saint-Sardos. Et là, c'est une belle découverte, quoi. Corinne, maintenant vous avez la bouche pleine. Vous m'aviez demandé la parole. Ah mais non, je suis désolé, mais allez, dites-moi. Juste, je voulais savoir, c'est quel cépage qui donne ces notes de cassis? C'est le terroir. C'est le terroir, ça. C'est le terroir. C'est le terroir qui s'exprime, parce que dans toute l'appellation, bon, il y en a bien qui ont des arômes de cassis, mais pas aussi puissants. Et même moi, je ne sais pas. Bon, il y a eu une étude qui a été faite. C'est la terre, alors. Oui. Il y a eu une étude internationale qui a été faite là-dessus, mais on n'a jamais eu les résultats officiels. Ils voulaient essayer de savoir le pourquoi de la chose. Donc, dans plusieurs années, ils sont venus, ils ont acheté des vins jeunes, des vins plus âgés, pour essayer de savoir et de comprendre le pourquoi pourquoi cette molécule prenait des arômes de cassis. Mais officiel, on n'a jamais eu de résultat. C'est ça qui est joli dans l'appellation Coteau du Quercy, c'est que on reste restreint à ce cahier des charges, donc Cabernet Franc majoritaire, comme on l'a dit tout à l'heure, donc Malbec, Tannat, un peu de Merlot, voire de Gamay. C'est d'avoir la patte du vigneron dans la bouteille, surtout le terroir. Chez Eric, c'est cassis. Par exemple, on va partir ailleurs chez Jean-Claude Lartigue, ça va être autre chose. Au domaine de Revel, c'est encore autre chose. Mais c'est fabuleux. Et je pense que c'est carrément le terroir de Puy-la-Roque qui est comme ça. Parce que les perles farinières, tout ça, c'est cassis aussi. C'est cassis aussi, oui. Et ils sont juste en face de mes coteaux. Voilà. Je dirais, il y a le terroir, mais il y a une autre petite notion que je voudrais bien incorporer en plus dedans. Je pense qu'il y a un petit peu d'altitude qui fait. Oui. On est sur je peux pas expliquer le pourquoi du comment de la chose, mais c'est vrai qu'on a des collègues qui n'étaient pas très loin d'ici, et par contre, on n'avait pas ces notes de cassis aussi puissantes. Donc j'imagine que le peu d'altitude, même si on n'a que 50 mètres de plus, ça peut jouer énormément. La maturité, non? Pas forcément au niveau maturité, mais plutôt au niveau des températures. Oui. Et puis après aussi, ici, donc, on est sur des terrains très calcaires, donc le caillou blanc. Le caillou blanc, moi, ma particularité, je ne travaille pas les vignes. Elles sont en non-culture. Seul le pied est désherbé sur à peu près 40 cm. Et donc, tous ces petits cailloux blancs emmagasinent la chaleur de la journée
Et quand on a des fraîcheurs de la nuit au mois de septembre, ou à cette époque aussi, tout ça c'est restitué. Et donc je pense que ça fait un petit peu une dénote par rapport aux autres. On est au désherbage intercept chez toi, si je me rappelle bien. Non, pas de désherbage. Désherbage, oui, un coup de désherbage au printemps pour anéantir tout ce qu'il y a, et puis c'est tout. Okay. Et après, tonte d'herbe. Oui, c'est enherbé. Oui, c'est enherbé, tonte d'herbe, les bois qui sont broyés, tout ça, au milieu, il y a une vie microbienne qui est assez intense. Et sans compter... Et sans compter la suite au prochain épisode. Oui, parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de votre hobby, mon cher Eric Carle. Et pour lancer cette discussion sur vos talents de sculpteur, de ferraille ou d'objets de récupération, j'aimerais que Émilie nous parle un petit peu de l'art populaire, de ce qui fait que de ce qui fait qu'une œuvre d'art devient en quelque sorte une œuvre d'art, parce que finalement on est ici dans la cour du domaine de Mazuc, devant votre chai, et on a des œuvres d'art. Moi j'appelle ça des œuvres d'art. D'ailleurs tiens, j'en prends une, je la montre comme ça parce que cette émission est filmée. Celle-ci elle est faite avec comment ça s'appelle, un truc que tu mets, un fer à cheval, un sabot de cheval. Merci. Un fer à cheval. Et à combien il chiffre le 13,5, ça va. Ah, 13,5, c'est lui. Donc fer à cheval. Et puis il doit y avoir même des pistons de moto ou quelque chose comme qui sont dessus. Il y a 2 fers à bœuf. Ouais. Et c'est l'entraînement d'une coupe de moissonneuse. C'est une biellette avec une partie d'enroulement. Alors, autre précision, si je peux me permettre. Oui. Dans mes petites babioles, comme je ne veux pas dire autre chose, il y a souvent des... Enfin, surtout celle-là, où elle est faite à 80% avec des choses que je récupère sous terre au détecteur de métaux. D'accord. Les fers à bœuf, le fer à cheval est trouvé tel que. Je n'ai rien centré, c'est trouvé tel que. Ça, c'est des fers à bœuf, c'est pas une binette ou un Non, c'est des fers à bœuf. D'accord. Par contre, après, il faut juste avoir l'inspiration du moment qui fait que... Parce que moi je vois une pièce, je sais comment elle va finir. Mais des fois, il manque un truc. Alors, tant que j'ai pas trouvé... que j'ai pas trouvé le petit truc qui entre, mais sinon après ça m'a pris 10 minutes pour le faire. Alors, qu'est-ce qui fait que ça, ce petit bidule, comme dit Eric Carle, hein, j'emploie son mot exprès, tout à fait, ça devient ou pas une œuvre d'art, Émilie? Voilà, alors je vais tenter de vous l'expliquer. Je vais rougir. tu exposes au Louvre Tu exposes au Louvre? Non. Donc pourquoi un objet passe-t-il du statut d'objet au statut d'œuvre d'art? Alors, on peut se poser la question pour les sculptures d'Éric. On peut aussi se poser la question pour le presse-citron de Stark. Hein. Pourquoi un objet usuel passe-t-il de presse-citron à objet convoité, de désir, et au statut d'œuvre d'art? Ben, en fait, l'œuvre d'art en elle-même n'est pas faite pour autre chose qu'être regardée et avoir du plaisir en la regardant. En fait, elle est inutile, elle sert à rien. Elle est totalement détournée en fait, des préoccupations banales de la réalité en fait, et des préoccupations visuelles. En fait, l'œuvre d'art sert uniquement à élever notre âme, à nous faire plaisir. Voilà. Ce n'est plus sa fonction qui compte, c'est là où c'est intéressant, c'est le regard que l'on pose sur lui. Vous voyez, c'est le regard. En fait, c'est uniquement le regard. Si toi tu dis qu'à un moment donné, cette œuvre te fait plaisir, tu l'élèves au statut d'œuvre d'art. Mais en fait, finalement, c'est que le regard que l'on pose sur l'œuvre qui compte. Alors, moi, j'ouvre peut-être la question. Est-ce que ça peut être la même chose sur le vin? Est-ce que le goût du vin peut élever le vin au statut d'œuvre d'art? Oui. Ah oui, complètement. Je pense que ça peut, oui. Voilà, vous avez 4 heures. C'est vrai que l'œuvre d'art reste personnelle. Hein. On flash sur un tableau, on flash sur une œuvre, on flash... et puis on se dit, c'est pour moi, quoi. Et dans le vin, c'est pareil, quoi. On a des préférences, c'est pour ça qu'il y a multiples appellations, c'est pour ça qu'il y a multiples cépages aussi. On peut partir sur des vins beaucoup plus légers, sur le Beaujolais, la Bourgogne, pour les gens qui préfèrent la légèreté, la fraîcheur.
des vins un peu plus rustres, costauds, des vins travaillés en barrique, que ce soit sur du Cahors, voire on peut parler de Coteaux du Quercy, hein, alors qu'il n'y a pas que des vins puissants. Donc ouais, c'est... La patte du vigneron reste là, ça reste une œuvre d'art, quoi. Attends, je vais te finir parce que j'avais pas prévu du tout de dire ça dans ma chronique, mais en fait, j'ai le souvenir aussi de Almérac, qui est un peintre du coin, qui est grand amateur de bonne chair et de bon vin, me disait que aussi l'œuvre d'art donne de l'émotion. Donc je vais te dire le souvenir d'Almérac. Un jour, il va dans un resto étoilé, je sais plus trop où, et on lui sert un foie gras. Et Dieu sait ici que le foie gras, il sait le faire, Daniel. Hein, il sait le faire. Et il me raconte, quand j'ai goûté ce foie gras, devant mes yeux, je voyais les canards, tu sais, qui faisaient comme ça, là, avec la tête. Hein, alors on est à la radio, mais qui hochaient la tête et se balançant dans le pré. Et en fait, l'œuvre d'art est capable de nous murmurer, de nous amener ailleurs. Et c'est ce qui est important. Voilà. Là, tu vois, on est en train de goûter un ceviche de Thierry. Un ceviche, et même moi, quand je l'ai goûté là tout à l'heure, ça m'a rappelé un voyage en Amérique du Sud. Et je trouve que dans ta manière de cuisiner le poisson notamment, hein, ou la morue, il y a quelque chose de très latin chez toi, de très latin qui fait voyager. Et c'est pas question d'épices en fait, c'est question d'association. Je pense. C'est surtout une question d'émotion. Voilà, c'est une question d'émotion. Ouais, je pense que la cuisine doit passer par un côté de sensibilité, d'émotion. Comme pour l'art, je compare pas ma cuisine avec, j'ai passé de prétention là, mais c'est vrai qu'il y a un côté très émotionnel, très sensible. Mais quand on regarde tes assiettes, il y a quand même aussi une composition artistique. C'est magnifique. Nous, on les a, quand on est venu dans ton resto, on les a tous pris en photo. Ces plats, parce que voilà, il y a aussi un côté, c'est pas jeté dans l'assiette comme ça. Non. Il y a une dimension esthétique. Oui, une volonté esthétique. Donc, oui, il y a ce regard quand même de préoccupation pour l'œil aussi. Ouais, c'est comme pour un vin, le vin, Tristan le disait, le côté émotionnel du vin, sensible. Ce vin-là, on le boit tous ensemble. Là, en ce moment, on aura plein d'émotions. On sera en train de le boire lors d'un jour où on se prend la tête avec quelqu'un. Ce vin va avoir une autre diffusion sensorielle. Voilà quoi. Le vin, c'est une question aussi de sensibilité pour moi et d'émotion. De l'émotion, il y en a aujourd'hui, moi je vous le dis. Et on va continuer à en avoir. Là, moi je suis sur le comment ça s'appelle? La brandade. Ah là là. Ouais, la brandade. La brandade, la fraîche, la paf. Ouais, avec les petites hop. pousses de... Allez, dans quelques instants, la suite de Qu'est-ce qu'on déguste. Ah, c'est Thierry. Ça va être chaud, vous n'allez pas pouvoir manger. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. On a plus de force. Eric Carle, toujours à la manœuvre, qui a pas peur d'avoir mal au dos. Non. Hein. Il y a un proverbe africain que m'a appris mon ami Amadou Kansai de l'émission Afrique Mon Afrique sur CFM Radio, qui dit « Qui gobe une noix de coco fait confiance à son derrière ». Je comprends. Et quand je te vois tirer comme ça sur le bouchon, je me dis que tu fais confiance à ton dos et à ton ossature. Oui, ça va. Hein? Ça va. J'ai un bon ostéopathe. Je tirais le nom. Vignoble et découverte, c'est la thématique de ce Qu'est-ce qu'on déguste, réalisé au domaine de Mazuc, près de Puy-la-Roque, avec Thierry Psonka, chef restaurateur d'Essence à Puy-la-Roque, Tristan Petit, sommelier au restaurant L'Essence, Corinne Garnier, avec qui on va faire connaissance maintenant, du camping Le Clos de la Laire à Quérièche. Il y a bien sûr dans l'équipe Qu'est-ce qu'on déguste, Philippe Audard, toujours présent, Émilie Pouchet Dalla Costa, pardon. Et puis à la technique, Thomas Rassier, Lisa Echen pour les images et bien sûr Aurélien Maury à la technique. Georges Bonfils devait éventuellement nous rejoindre sur cette fin d'émission, mais j'ai comme l'impression qu'il ne va pas être là. Donc, on le saluera avec un morceau de jazz d'ailleurs qu'on a déjà écouté un petit peu plus tôt, les Samara Balouf. Il nous reste 25 minutes à passer ensemble. On va le faire sur un fromage d'un producteur local cher à Thierry Psonka,
qu'on avait déjà rencontré lors de l'émission qu'on avait fait au restaurant. Tout à fait. Tu peux nous le représenter et nous dire ce qu'il y a dans l'assiette? C'est tout simple. Patrick Blanc, à Puy-Gaillard, fait des petits fromages de chèvre, mais en édition très limitée. Là, vous avez la bûchette, qui est vraiment excellente, et servie avec de la Lovita, qui est une prune qui est cultivée ici, du côté de Puy-Gaillard aussi, qui est très fusionnelle au niveau du goût, mûre, cerise, prune. Et c'est vraiment délicieux, et à plus avec les vins d'Éric. En plus, alors, il vient d'ouvrir la préparation, c'est quoi? On est plus proche de la confiture, de quoi? Qu'est-ce que c'est exactement le coulis là? Comment ça se fait un coulis? Le coulis, là, il est fait juste les fruits marinés 24 heures au sucre roux, et après je le cuis délicatement, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de brusquer les choses. Est-ce que c'est comme une confiture? Qu'est-ce qui fait la différence entre un coulis et une confiture? La confiture, c'est quand même une cuisson beaucoup plus longue, beaucoup plus sucrée, beaucoup plus de temps, cuit en chaudron. Tandis que là, c'est cuit vraiment... la cuisson se fait déjà avec l'ajout de sucre pendant les 24 heures, déjà la cuisson. Et après, c'est beaucoup plus simple pour mon goût, pour le fromage, ou même je le sers aussi au restaurant avec du poisson, et c'est très sympa. Et là-dessus, Tristan Petit, qu'est-ce qu'on déguste? Le domaine de Mazuc, millésime 2012. Donc on part sur ces trois cépages de l'appellation. Donc le Cabernet Franc majoritaire, Malbec, Tanat, c'est ça Eric? Et pas Tanat, Merlot par contre. Oui. Voilà, Merlot par contre. Il y a beaucoup de fraîcheur, je trouve. On a toujours ces notes de cassis, de mûre, de cerise qui se dégagent. Donc là le Merlot parle, voilà, c'est ça. Et ça revient avec le fromage ainsi que le coulis de prune Lovita. C'est assez intéressant, ça se marie. Je trouve que ça se marie, mais ça se complète. Même, oui, c'est ça. Je dirais. C'est ça. Tout à fait. Et ça fait un peu yaourt en bouche après. C'est intéressant. On a des notes vraiment qui se marient très très bien. Qu'est-ce qu'on déguste donc? Spécial vignoble et découverte. Petit rappel, le label vignoble et découverte, c'est des vignerons, des hébergeurs, des restaurateurs. Aujourd'hui, nous faisons donc connaissance avec le camping du Clos de la Laire de Kerrièche, représenté ici par Corinne Garnier. Rebonjour. Garnier ou Granier, pardon? Garnier. Garnier, comme les shampoings. Donc ça fait 3 ans. 3e saison au camping le Clos de la Laire. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Le coup de cœur. La région, en fait, on l'a découverte lorsque, pendant 2 jours, nous l'avons sillonnée. Et vraiment... Il vous a fallu 2 jours pour tomber amoureuse du coin. Ah ouais. Non, vraiment, je ne connaissais pas la région. Et en fait, elle mérite vraiment à être connue et reconnue. Parce qu'on connaît sa grande sœur au-dessus, la Dordogne. Ouais. Et en fait, on n'a rien... on n'a pas à rougir, en fait, de cette région, vraiment. Mais il faut aussi la garder un peu secrète. Hein. On va voir débarquer les hordes de touristes. Non. Ou enfin, quand il n'y en a pas assez, c'est pas terrible non plus. Non, enfin, voilà. Quand tu trouves pas une table pour t'asseoir Saint-Antonin le dimanche matin, c'est un peu embêtant pour les locaux. En ce moment, c'est un peu le problème. Disons que le dimanche, le jour du marché, forcément, ce qu'on prévient toujours nos campeurs, on leur dit pas après 10h30. Ouais. Alors, quels sont les bons conseils? Alors, voilà, on pourrait commencer par là. Quels sont les bons conseils que vous dispensez à vos campeurs? Et puis après, vous allez nous présenter le camping du Clos de la Laire, quand même. Les bons conseils, en fait, par rapport à Vignoble et Découverte, on a pris le parti, une saison, à chaque saison, en fait, de mettre en avant un vigneron. Et logiquement, c'est pendant le pot d'accueil qu'on le fait découvrir. Bon, cette année, c'est un peu particulier, donc on a changé la formule, c'est-à-dire qu'on a fait déguster séparément, en fait, les gens, à chaque fois, la première fois qu'ils venaient au snack,
on leur faisait découvrir le vigneron que l'on a mis en exergue cette année. Alors, l'année prochaine, ce sera le domaine de Mazuc. Alors, présentation du camping. Alors, c'est un petit camping de 55 emplacements, 15 locatifs. Donc, c'est vraiment familial. On y vient surtout pour se ressourcer, en fait. Nous, quand ça match, quand les clients repartent, c'est que vraiment, ils nous disent « On a soufflé. Bon, c'est bon, le job, il est fait. » Voilà, c'est ça notre... Et vous les envoyez sur le domaine de Mazuc, mais aussi au restaurant L'Essence, vous leur donnez les adresses, oui. Vous leur donnez tout automatiquement, oui, on a les cartes de chacun, on a les flyers de chacun, et puis en fonction des demandes, ou aussi, faut aussi des fois susciter l'envie, mais les gens, en fait, ils gravitent. C'est-à-dire qu'à 50 km autour de Carièche, vous allez pouvoir rentrer dans le Quercy, mais dans l'Aveyron, avec les Gorges, ou dans le Tarn, avec Albi. Et voilà. Et donc on navigue en étoile comme ça et on revient au camp de base tous les soirs. C'est ça. Et on profite bien sûr de la piscine. Vous avez pas trop... Si, vous avez souffert du Covid, forcément. Oui, il faut... Ouais. Oui, ouais. On peut pas le nier. Non, mais vous me disiez hors antenne, on va pas faire les... moins 50% par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière, c'est voilà, c'est une claque, ça s'appelle. Voilà. Ouais. Et évidemment, puisque... pour quelque chose qui est repris il y a 3 ans, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, on continue de l'avant. De toute façon, on croit en ce potentiel. Et puis, les avis sont là. Donc, on se dit qu'il faut continuer, avancer. Et puis, espérer d'être soutenu. Ce que j'ai trouvé drôlement bien dans ce camping, c'est que c'est pas un camping qui vient de naître. Il sort pas de sol là maintenant. Et parce que le problème des campings qui sortent du sol maintenant, c'est que tu viens de planter les arbres et t'as pas d'ombre. C'est vrai que l'ancien propriétaire, qui est toujours pour l'instant propriétaire des murs, nous on n'a que le fond, a fait quelque chose de très beau. C'est joli, c'est bien fait, c'est vrai. C'est bien réfléchi. Ouais. Vous êtes bien sûr CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste? Domaine de Mazuc. Ah, on attaque le bizarre. Voilà. Il faut. Je sais pas. Il a dit ça. On le dégustera soit après. Alors, et Tristan a dit non. Pourquoi après? On va le déguster pendant. Donc, pendant que Thierry Psonka est allé chercher le dessert et que Eric Carle nous sert la surprise, je vais peut-être vous parler d'un bouquin que j'ai lu cet été, si j'arrive à retrouver mes fiches. Ouais. J'ai lu un chouette bouquin cet été. Alors, en même temps, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Au départ, je voulais lire un bouquin sur la plage et qui soit que dans la gaieté et que dans le bonheur et que dans le... Oh, pardon. Merci. Qui soit que dans du bonheur. Et je me suis lancé sur My Absolute Darling, un roman de Gabriel Talent. My Absolute Darling, ça vous parle? Mon amour absolu, quoi, tu vois. Et donc je me suis dit, un roman d'amour sur la plage cet été, ça va être trop bien. Tu es romantique, Rémi. Mais tout à fait, je voulais être romantique cet été. Et en fait, je vais vous lire un extrait de ce roman, qui est évidemment en relation avec Qu'est-ce qu'on déguste, c'est la préparation d'un repas. Et après, je vous en dirai un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Elle descend l'escalier et Martin n'est pas à la cuisine. Elle le trouve dans le garde-manger, au milieu des caisses à fusils, des murs couverts de tableaux à outils, des étagères métalliques où sont stockées les caisses de munitions, les boîtes de balles, une palette de pigeons d'argile empilés contre la paroi.
Elle appuie sa hanche contre le montant de la porte. Martin plonge la main dans l'eau rose sale du seau. Il en sort les os à moelle, ensanglantés et dégoulinants, qu'il pose sur l'établi à côté de la scie circulaire. Il allume l'outil qui grince et se met à rugir. Puis Martin glisse les os sous les dents de la lame, l'un après l'autre, les poussant prudemment du pouce et de l'index en suivant la trajectoire de la scie, glissant les yeux dans la projection de fines poussières blanches et de gouttes d'eau sanglantes. Les os se fendent et jonchent le plan de travail. Et Martin laisse tourner la scie jusqu'à avoir coupé chaque os dans le sens de la longueur. Il les porte à la cuisine, rince la poussière dans l'évier, les dépose dans un plat qu'il glisse au four, puis il attrape le crabe vivant par les pinces et l'enfourne à la suite. Turtle entend le crabe se déplacer dans le plat. Martin verse le seau de moule dans une passoire en émail bleu et entreprend de gratter leurs filaments, les tenant par paires et frottant leurs lèvres scellées les unes contre les autres en une grossière parodie de baiser, le front plissé et serein. C'est l'air le plus heureux que Turtle lui connaisse. Il lui jette parfois un coup d'œil et plisse des paupières de plaisir. Il verse de la crème et du bouillon de poule dans une poêle qu'il met à mijoter. Il hache de la ciboule sur la planche à découper, moud des grains de poivre dans un vieux moulin noir, découpe un citron en quartier qu'il presse. Il vide la passoire de moule dans la poêle, se penche contre le plan de travail et regarde Turtle. Il pose une deuxième poêle sur la première afin de permettre à la vapeur d'ouvrir les coquilles des mollusques. Il écoute le crabe gratter à l'intérieur du four. Il trouve un couteau à pain constellé de rouille. Il se redresse et s'appuie à nouveau au plan de travail en l'observant. « Eh ben merde alors, regarde-moi ça, dit-il. On n'utilise jamais cette saloperie. Il rouille comme elle. » Turtle pince les lèvres. Il fait griller le pain dans une poêle en inox. Il prépare une salade de radis, d'ail, de ciboule, de persil, verse le tout dans un mélange de jus de citron, d'huile d'olive et de sel de mer. Ils attendent en silence. Papa, le regard rivé sur les moules, en train de cuire, et Turtle, jambes croisées. Cette scène arrive à peu près à la page 190 de ce roman, que je croyais être un roman d'amour parce que je l'ai bêtement acheté sur le titre, My Absolute Darling, de Gabriel Talon. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un homme terrible, odieux, horrible, une espèce de pervers narcissique, incestueux avec sa fille de 13 ans, qu'il élève sur la côte californienne, dans l'idée que la fin du monde est proche et donc dans un mode un peu survivaliste. Et le grand-père vient d'apprendre que son fils a une relation incestueuse avec la fille, alors il va venir manger le soir. Et ce moment de cuisine plein d'amour et de gestes anodins pour des survivalistes quand même, hein, le coup de la scie et tout ça, tu vois. Et ben, c'est la bascule vers une partie du bouquin qui va devenir absolument terrifiante, absolument... mais splendide bouquin, My Absolute Darling, Gabriel Talon. Voilà, c'est pas la collection Harlequin. Donc. Hein non, c'est pas du tout la collection Harlequin. C'est la petite lecture de l'été. L'été n'est pas fini. Non. On peut bouquiner quand même. On a le temps de bouquiner quand on va dans les vignes. Non. Je regarde par terre. Ouais. Et quand on est dans la cuisine, on trouve des belles pièces. Qu'est-ce que tu as trouvé dernièrement, Eric ? Dans le micro, parce que tu es un peu loin du micro. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant ? Non, pas trop de monnaie actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas... on a tous des problèmes à trouver de la monnaie, si tu veux. En plus, j'ai un de mes détecteurs qui m'a lâché. Il est reparti en Amérique. Il vient d'arriver et j'ai pas eu le temps de le tester même. Mais on trouve beaucoup de Napoléon. Et quelquefois, on a la chance de tomber sur du Napoléon en argent. Et j'en ai trouvé un comme ça dans les vignes. Le soleil qui cliquait dessus. Il m'a fait un clin d'œil, je suis allé voir, effectivement, c'était un 50 centimes Napoléon de 1782 ou 3, je crois. Mais on n'est pas obligé de le donner à l'État qui en prend 50% quand c'est comme ça ? Mais non, mais c'est des fausses informations, ça. C'est 50% au propriétaire et 50% à celui qui le trouve. À l'inventeur. Le terme exact, c'est l'inventeur. D'accord. Ouais. Ah, je croyais que c'était 50% à l'État et 50% non, l'État n'a rien à à voir là-dedans. Donc toi, tu es à 100% du coup ? Oui. Voilà. Oui. Voilà, t'as tout compris. J'ai tout compris, merci.
Non, mais on trouve, si vous voulez voir après tout à l'heure dedans, c'est super, j'ai trouvé un trésor, oui, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai trouvé 11 pièces gallo-romaines ensemble, qui devaient être dans une poterie, je pense, mais qui a été fragmentée avec les années, mais enfin, du gallo-romain ici, c'est quand même fréquent d'en trouver, et de très très belles choses, autant que poterie, autant que... Est-ce qu'ils faisaient de la vigne ici, les Romains? Oui, ouais. Je pense ça. Ouais. Le gars, quoi, c'est clair, il faisait des vins, mais il faisait des blancs, pas de rouge. Oui, par contre, ce qu'ils faisaient comme vin, c'était pas forcément. Ils employaient beaucoup d'épices. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était pour que le vin se conserve. Non, ils mélangeaient tout, parce que le vin 100% raisin, c'est pas très vieux finalement, parce qu'à l'époque, ils mélangeaient toutes les baies, ils mettaient tout ce qui traînait, tout ce qui était mûr à la saison. Ça finissait par faire de l'agneau en fait. Non, mais le vin 100% raisin, c'est 18e siècle. Hein. Oui. Avant, comment on appelle ça, là, ce vin du Moyen-Âge là? J'aurais un petit quiz. L'Hippocrate, ouais, c'est quand même... Chef, un petit quiz, s'il vous plaît. Allez. Putain, là, les quiz. Qui c'est qui a inventé la taille de la vigne? Les ânes. Ah, il a trouvé au premier. Oui, mais bon... On peut le féliciter. Non, mais t'aurais pu laisser chercher. Pourquoi les ânes? Il va t'expliquer. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est tout simplement dans une abbaye où il y avait beaucoup de vignes. Et la vigne, à l'époque, se cultivait, elle poussait comme elle voulait. Il faut savoir que la vigne, c'est une liane. Donc, ça monte très très haut. Et une année, il y a des ânes qui sont barrés à l'automne, qui sont allés dans les vignes et qui ont grignoté du bois, parce que c'est quand même... ça aime ça. Et l'année après, ils ont rouspété après les ânes, ils ont pesté tout le bazar. Et finalement, l'année après, ils se sont aperçus que là où les ânes avaient grignoté, qu'ils avaient coupé des bois, il y avait 2 fois plus de récolte que dans les autres pieds. Voilà, tout simplement. C'est un âne qui le sait. Je lève mon verre avec le dernier vin, le vin qu'on... Alors, le dernier vin, Tristan, tu vas nous en dire un petit peu plus. 2011 cette fois-ci. Voilà. C'est toujours la même... Alors attends, on est toujours sur la même cuvée, mais on change d'année à chaque fois, voilà, c'est ça? ça. Donc là, un cassis un peu plus frais, donc toujours la pâte du vignoble. Plus puissant aussi. C'est ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans 2011, sur la fin de bouche, on a ce côté légèrement anisé, voire bâton de sang. Ah ouais. Et qui se marie super bien avec l'estragon qu'on retrouve dans la crème d'amande avec la tartelette. Alors ce fameux 2011, vous en trouverez plus au domaine de Mazuc. Il est au restaurant L'Essence. Le seul endroit où il en reste encore, parce que je le regarde qu'il y a des cartons, c'est qu'il y en a au sens. Donc si vous voulez le découvrir, il vous croirez au sens. Bah ouais. Il n'y a pas d'autre alternative. J'ai même pas douté de le découvrir avec la tartelette. Ouais, mais justement. Franchement. Alors cette tartelette est quand même très très bonne. Et c'est assez surprenant de trouver de l'estragon, en fait. Ouais, avec une association qui est quand même remarquable, qui est hors du commun. C'est toujours très original ces associations de Thierry. Non, mais Thierry bosse sur des associations de goût qui sont très surprenantes, et dans son resto, c'est vraiment au sein, c'est très surprenant à chaque nouveau plat. Bah, tu sais, je me nourris de vous tous, tout simplement. Et on n'a pas fini d'en entendre parler parce qu'il a été le, le héros de quelques reportages cet été qui vont passer dès la rentrée à la télévision. Dis-nous. Oui. Et c'est vrai parce que du coup, tu deviens aussi ambassadeur de ton territoire. Oui, faut prendre un peu de recul là-dessus. C'est une responsabilité tout de même. Ouais, d'accord. Mais bon, disons que pour le village, pour le restaurant, bien sûr, pour le Tarn-et-Garonne, c'est du bonus. Ah. Hein, c'est vrai que c'est une région qui est très peu connue et qui a vraiment besoin d'un coup de boost. Hein. Alors, qui est venu te voir? Dis-nous un peu, fais-nous rêver. Des racines et des ailes. Un reportage sur le restaurant et sur la région, les producteurs. Donc j'ai recommandé 3 producteurs, Patrick Blanc pour les fromages de chèvre, Frédéric Goguet pour la poule noire de Caussade, qui a sauvé cette race de poule, et puis Gabriel l'ours Lacassagne pour ses pleurs de courgettes, qui est vraiment un personnage aussi. Et donc c'est vrai que c'était vraiment très très plaisant sur 3 jours. Sur 3 jours, ils sont restés à tourner. Ouais, 3 jours. Ouais, c'était chaud quand même. En plus, après, il y a eu des guides qui sont venus te voir aussi, me semble-t-il. Oui, on a eu la revue Masterchef qui est venue faire un reportage sur le restaurant pour le restaurant de Tarn-et-Garonne. Et donc, c'est vrai que c'est très amusant, c'est très ludique, c'est un bon coup de pub pour le restaurant, pour le village. Hein.
C'est pas juste pour le restaurant, c'est vraiment toute une synergie qui s'installe autour. Et c'est vrai que tout le monde se préoccupe et s'est intéressé à ces reportages parce que tous les villageois ont fait que le village soit propre. Monsieur le maire à Valette a fait de même pour le drone, tout ça, que ce soit nickel. Voilà, donc c'est vraiment, on est très très content ça fait avancer les choses. Non, on est très fiers de t'avoir en Tarn-et-Garonne. Moi, je suis honoré de faire partie du Tarn-et-Garonne. Ça, c'est une chose indéniable. Ça, écoute, et nous, on est ravis, encore une fois, de te retrouver au micro de Qu'est-ce qu'on déguste. Merci beaucoup à Eric Carl du domaine de Mazuc de nous avoir reçus, ici au domaine de Mazuc. Merci, bravo. Oui, merci Eric. On essaye de faire le nécessaire, vous voyez, il n'y a pas de problème. Merci Corinne Garnier du camping Le Clos de la Laire à Carriège d'être venue. Merci évidemment Tristan Petit et Thierry Psonka dans l'autre sens. Voilà, c'est bon, vous m'avez compris. On reste de chauve. Hein. Merci Émilie. À la prochaine. Merci à Georges Bonfils qui nous a fait long. Merci à Georges Bonfils. On peut le tailler, lui, parce que Pascal Olivier avait une bonne raison de ne pas être ici aujourd'hui. Il a été retenu par un cercueil. Ouais. Lui, il nous a quittés, il ne pouvait pas être là. Donc ça, c'est réglé. Mais quand même, Georges, même si là, de temps en temps, on trouve que... Non, il est toujours là. Georges, on t'aime. Oui. Merci Philippe Audouin. Oui, enchanté Rémi Torella. Merci à toi, cher Rémi. Avec plaisir. Merci Lisa Echen, Thomas Rassier et bien sûr Aurélien Maury pour la partie technique et vidéo de cette émission. Madame Carl, merci beaucoup. Et comment s'appelle la jeune fille prothésiste ongulaire? Laurence. Qui est aussi à la manœuvre pour les photos sur le Facebook. Merci Laurence. Au passage, d'avoir aussi été là et d'avoir fait la promo de cette émission en même temps qu'elle était enregistrée sur la page Facebook du domaine de Mazuc, parce qu'il y a une page Facebook, on est dans la... On est dans la high-tech à Mazuc. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. On est dans le 2.0. On est dans le 2.0. Ouais, c'est ça. Merci tout le monde, c'était Qu'est-ce qu'on déguste? Plaisir. À la prochaine. Bravo, merci à tous. Santé. Santé.